Trouver, disait l'empereur natif d'Alsace, était un des meilleurs avocats de commerce. Il avait de l'esprit, de cet esprit qui caractérise un bon praticien. Influa presque toujours la délibération, prenait facilement des préjugés, croyait peu à la vertu, était d'un patriotisme assez assorté. C'est un problème que de savoir si c'est enrichi au directoire. Il était environné des fournisseurs, il est vrai, mais par la tenue de son esprit, il serait possible qu'il se fût plus seulement dans la conversation d'hommes actifs et entrepreneurs, à qui jouit de leur flatterie sans leur faire payer les complaisances qu'il avait pour eux. Il avait une haine particulière contre le système germanique. Il montrait de l'énergie dans les assemblées, soit avant ou après sa magistrature. Il aimait à travailler et à agir. Il avait été membre de la constituante de la Convention. Celle-ci le nomma commissaire à Mayence, où il montra peu de caractère et nul talent militaire. Il contribua à la rédition de la place qui pouvait encore se défendre. Il avait, comme les praticiens, un préjugé d'État contre les militaires. Carnot, natif de Bourgogne, était entre très jeune dans le génie et soutint dans son cœur le système de Montalembert. Il passait plus original parmi les camarades et était déjà chevalier de Saint-Louis lors de la Révolution qu'il embrassa chaudement. Il fut nommé à la Convention et membre du comité de salut public avec Robespierre. Barère, Couton, Saint-Just, Billot, Varennes, Coyot, de Bois. Il montra une grande exhortation contre les nobles, ce qui lui occasionna plusieurs querelles avec Robespierre, qui, sous le dernier temps, en protégeait un grand nombre. Carnot était travailleur, sincère dans tout, mais son intrigue est facile à tromper. Il fut employé auprès de Jourdain comme commissaire de la Convention au déploiement de Maubeuge, où il rendit des services au comité de salut public. Il dirigeait les opérations de la guerre où il fut utile. De reste, sans expérience ni habitude de la guerre, il montra toujours un grand courage moral. Après Thermidor, lorsque la Convention mit en arrestation tous les membres du comité de salut public, excepté lui, car nous voulut partager leur sort. Cette conduite fut autant plus noble que l'opinion publique était violemment prononcée contre le comité. Il fut nommé membre du directoire après Vendémiaire, mais depuis le 9 Thermidor, il avait l'âme déchirée par les reproches de l'opinion publique qui attribuait au comité tous les sang qui avaient coulé sous les échauffours. Il sentit le besoin d'acquérir de l'estime et en croyant diriger lui-même, il se laissa entraîner par des meneurs du parti de l'étranger. Alors il fut porté au nu, mais il ne mérita pas les éloges des ennemis de la patrie. Il se trouva placé dans une fausse position et ce combat en fructidor. Après le 18 première, Carnot fut rappelé et mis au ministère de la guerre par les premiers consuls. Il eut beaucoup de querelles avec le ministre des Finances et le directeur du Trésor du Fresnay, dans lequel il est juste de dire qu'il avait toujours tort. Enfin, il quitta le ministère persuadé qu'il ne pourrait plus aller faute d'argent. Membre du tribunal, il parla et vota contre l'Empire, mais sa conduite toujours droite ne donna point d'ombrage à l'administration. Plus tard, il fut fait inspecteur en chef aux revues et reçut de l'empereur une pension de retraite de 20 000 francs. Tant que les choses prospèrent, l'empereur n'en
entendit point parler, mais après la campagne de Russie, lors des malheurs de la France, Carnot demanda du service. La vie d'Anvers lui fut confiée, il se comporta bien, aurait eu de 1815. L'empereur, après quelques hésitations, le nomma ministre de l'Intérieur et il n'eut pas lieu de s'en plaindre. Il le trouva fidèle, propre, travailleur et toujours vrai. Nommé de la commission de gouvernement provisoire au mois de juin, et peu propre à cette fonction, et il y fut joué. Le teneur de la Manche est né en Normandie. Il avait été officier dans le génie avant la Révolution. On a peine à s'expliquer comment il fut nommé au directoire. Ce ne peut être que par une de ces bizarreries attachées au grand assemblée. Il était de peu esprit, de peu instruction et d'un petit caractère. Il y avait à la Convention 500 députés qui lui étaient impréférables. De reste, il était pauvre et honnête homme. Il sortit pauvre du directoire. Le teneur se rendit lavable à la risée de Paris. Il vint, dit-on, de son département prendre possession au directoire sans un chariot avec sa gouvernante, ses ustensiles de cuisine, sa basse-cour. Les mauvais plaisants de la capitale ajusteront, et il fut aussitôt noyé. On le faisait revenir du jardin des plantes où il était accouru tout d'abord et racontait ce qu'il y avait trouvé de rare. Et comme on lui demandait si avez-vous la cepède, il se tenait fort de la voir passer, l'assurant qu'on ne lui avait montré que la girafe. À peine la directoire fut établie qui se compromit à tous les yeux par des grands travers d'esprit, des mœurs et des combinaisons. Ce ne fut que faute et absurdité. Il se trouva discrédité, perdu au moment même de son apparition. Les directeurs, étourdis de leur élévation, songeront à se donner des manières et courront après le ponton pour mieux réussir. Chacun des directeurs se composa une petite cour où fut accueillie la haute classe jusque la disgraciée et leur ennemi naturel, tandis qu'on repoussait la masse des anciennes connaissances, celles de camarades comme trop vulgaires désormais, tous ceux qui, dans la Révolution, avaient montré plus d'énergie que les membres du directoire ou avaient marché avec eux, le deviendront importants et feront aussitôt éloigner les directoires donnant donc rire à l'un des deux partis et s'aliéna l'autre. Les 5 petites cours existieront autant plus de servitude qu'elles étaient subalternes et ridicules, mais un grand nombre d'hommes ne pourront se résoudre à plier devant des formes qui ni les circonstances récentes, ni la nature du gouvernement, ni le prestige des gouvernants ne pouvions faire admettre.